Salut à tous, c'est un plaisir pour moi de vous revenir pour la suite sur les figures chartistes. On parlera donc des figures d'indécision. Si vous tombez sur moi pour votre première fois et que vous êtes débutant en trading, je pense que vous allez vous plaire ici, puisque je partage une petite formation pour débutants depuis quelques temps. Du coup, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus manquer de mes prochaines vidéos. Alors, cette formation en cours est disponible sur ma chaîne et vous pouvez parcourir toutes les vidéos dessus. Et surtout, restez avec moi jusqu'au bout pour ne pas rater ce que je garde en plus juste à la fin de la vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite après ceci. Et oui, comme vous l'avez vu dans le générique d'entrée, dans les tout prochains jours, quand nous aurons atteint les 1000 abonnés, j'organiserai des séances d'analyse hebdomadaire donc sur certains instruments, donc sur certains marchés bien sûr. Quant aux stratégies, nous y arriverons. Un petit peu de patience, il y a encore des choses à apprendre. Voilà, on passe vite à la leçon du jour. C'est quoi déjà une figure d'indécision? Une figure d'indécision est une situation traduite par l'incapacité pour les acheteurs de prendre clairement le dessus sur les vendeurs et par le même coup, les vendeurs ont mal de s'imposer eux aussi sur les acheteurs. Sur le graphique, on voit apparaître des sommets de moins en moins hauts ou presque. Cela donne l'impression que les vendeurs se font de la place. Mais non, il y a également que les creux sont de plus en plus hauts ou presque. Donc une impression que les vendeurs ont leur mot à dire. Du coup, ils sont, comme qui dirait, à égalité de force jusqu'à ce qu'un camp va lâcher au profit de l'autre. Voilà. Du coup, les triangles ascendants, descendants et symétriques sont de très bonnes interprétations de cette situation. Ils sont donc, de ce fait, des figures d'indécision. J'aurais aimé parler aussi des motifs de bougie traduisant le même sentiment, donc l'indécision, mais pas trop le temps pour ça. La vidéo risquerait d'être affreusement longue. Du coup, nous n'aborderons que les triangles ascendants, descendants et symétriques. Les triangles ascendants et descendants. Nous avons déjà parlé de ces triangles, donc ascendants et descendants, comme figure de continuation dans la vidéo précédente. Je vous invite à la lire, soit en cliquant sur la fiche actuellement en haut à droite de votre écran, soit en description, bien sûr, le lien y est. Comme ça, vous en saurez davantage. Voilà. Alors, les triangles ascendants et descendants, respectivement, l'un étant l'inverse de l'autre, s'identifient par une consolidation, notamment la zone qui marque l'indécision. Au moins, deux contacts de chaque côté dans un canal. Pour l'ascendant, le canal sera borné par une résistance plus ou moins horizontale et un support oblique aussi. Inversement, pour le triangle descendant, le canal sera borné par une résistance oblique baissière et un support plus ou moins horizontal. L'objectif en cas d'une éventuelle cassure du canal sera fixé en reportant la hauteur de la base du triangle sur la résistance pour le triangle ascendant. Voilà, entre guillemets, cela signifie que les acheteurs auraient fini par l'emporter, ou inversement, donc dans le cas du triangle descendant, voilà, on devra donc reporter la hauteur de la base du triangle sous le support. Entre guillemets, cela signifierait que la balance aurait penché pour les vendeurs. Si vous avez besoin d'exemples à ce sujet, lisez la vidéo précédente dont je vous ai laissé le lien en description. Voilà. Et pour le triangle symétrique, nous l'avons également vu dans la vidéo précédente, la vidéo dont je viens de vous parler tout à l'heure, dont le lien se retrouve en description. C'est une consolidation, notamment la zone dite d'indécision, dans un canal borné par deux trendlines convergentes. Au moins deux contacts de part et d'autre dans le canal. Et il n'est pas toujours facile d'anticiper le sens de la cassure. Et donc, en cas d'une éventuelle cassure, l'objectif sera de reporter la longueur de la base du triangle sur le point de cassure de la résistance ou sous celui du support. Cela dépendra bien sûr du sens de la cassure. Voilà.
Alors, ce sont là les figures qui marquent l'indécision partagée par les acheteurs et vendeurs sur un marché. Voilà, il y a donc un avantage majeur à maîtriser ces patterns d'indécision. C'est que vous allez pouvoir détecter ces zones d'incertitude, d'indécision bien sûr, ou d'hésitation. Cela vous évitera de prendre de mauvaises décisions avant une éventuelle cassure. Vous pourrez tranquillement attendre que les cours finissent de s'étrangler et cassent soit votre résistance, soit votre support pour pouvoir enfin ouvrir votre position. Voilà. Alors, en m'introduisant tout à l'heure, je vous ai demandé de rester jusqu'à la fin. Ben, c'est justement que je voulais vous présenter quelques autres patterns de plus. Voilà. Je vous l'avais dit qu'on ne pouvait pas tout voir, mais j'ai quand même décidé d'en rajouter d'autres. Voilà. Je suis persuadé que cela devrait vous aider encore davantage du point de vue analyse graphique. Voilà. Alors, commençons par quelques figures de sommet et de creux. Le diamant, c'est une figure de sommet et de creux. Entre parenthèses, les figures de sommet sont des figures de retournement baissier. On le retrouve à l'issue d'une tendance haussière. Celles de creux sont pour le retournement haussier. Elles se forment à l'issue d'une tendance baissière. Voilà. Alors, la figure se forme, je parle donc du diamant, voilà, il se forme avec les cours qui oscillent dans une boîte à la forme d'un losange et on trouve l'objectif en reportant la plus grande largeur du losange sous le point de cassure pour le diamant de sommet et sur le point, je répète bien, sur le point de cassure dans le cas du diamant de creux. Voilà. Et là, on a le triple top et triple sommet. C'est une variante de l'épaule, tête épaule, sauf qu'ici, les sommets sont au même niveau, ou presque, bien sûr. Les objectifs en trading vont donc se calculer de la même façon. La distance entre le sommet et la ligne de coup reportée sous le coup à la cassure, bien sûr, pour un triple top, soit sur le coup, bien sûr, au point de cassure pour le triple creux. Voilà. Alors, il y a également le biseau d'élargissement ascendant. Les propriétés sont les mêmes que pour le biseau ascendant, à la seule différence qu'ici les cours oscillent dans un canal entre deux droites divergentes et donc le canal s'élargit au fur et à mesure que les cours évoluent dedans. Et l'objectif lors de la cassure du support, c'est le niveau du premier contact avec le support. Voilà, vous pouvez le voir très bien sur cette image. Passons maintenant à d'autres figures de continuation, parce qu'on en a déjà vu quelques-unes, en fait les plus fréquentes. Voilà. Je vais commencer avec l'élargissement symétrique. Contrairement au triangle symétrique, on a une oscillation de plus en plus ample entre deux droites divergentes, et la cassure est aléatoire, soit par le haut, soit par le bas. C'est-à-dire que les probabilités sont à égalité et donc lors d'une éventuelle cassure, il y aura deux objectifs, donc deux choix. Le premier sera de reporter la distance entre le support et la résistance à l'ouverture du canal sur ou sous le point de cassure. Cela dépend bien du sens même de la cassure. Voilà. Pour le deuxième objectif, prendre la distance séparant le dernier plus bas et le niveau de la cassure par le haut, la reporter sur le point de cassure, dans le cas bien sûr d'une cassure par le haut. Mais dans le cas d'une cassure par le bas, nous prendrons la mesure séparant le dernier plus haut du niveau de la cassure et nous la reporterons sous le point de cassure du support. Voilà. Et ce sera le deuxième objectif. Bien sûr que le premier sera prendre la distance entre le support et la résistance à l'ouverture du canal, donc la reporter sous la cassure, donc au niveau du point de cassure, sous le support, voilà. J'espère que vous l'avez bien saisi, celle-là. Et puis, il y a le biseau d'élargissement descendant. C'est une oscillation avec de plus en plus d'amplitude entre deux droites obliques baissières, après un up, bien sûr, à la cassure de la résistance, les cours vont continuer à la hausse et l'objectif est à calculer en reportant la distance entre le plus haut et le plus bas du canal sur le point de la cassure. Voilà. Je voudrais ajouter également les rectangles. Vous ne manquerez pas à les rencontrer dans vos analyses. Alors, c'est quoi déjà un rectangle ?
c'est une consolidation plus ou moins longue entre deux droites horizontales. Les cours peuvent casser dans un sens ou dans l'autre, et donc cette figure peut jouer la continuation ou le retournement. L'objectif en trading sera de reporter la distance entre le support et la résistance sur ou sous la cassure. Et comme vous pouvez le voir, cela dépendra bien du sens de la cassure, si c'est par le haut ou par le bas. Voilà. Alors je pense que ça devrait déjà le faire pour un simple débutant. Et donc, d'une manière générale, après avoir assimilé cette leçon de pattern, vous avez une vue, on ne peut plus simplifier de vos graphiques. C'était d'ailleurs ça le but de ce chapitre. Vous étiez déjà capable d'identifier une impulsion, enfin pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de la formation, je vais dire. Et maintenant, vous pouvez en faire plus, voilà. Vous seriez donc capable d'identifier une consolidation, une continuation, un retournement, une indécision ou hésitation. Vous connaissez également les patterns les plus fréquentes. Vous savez calculer leur objectif en trading. Et ça, c'est déjà beaucoup. Vous aurez vraiment fait un sacré pas en trading. Il ne vous restera qu'à vous entraîner très souvent pour pouvoir vous adapter à repérer ces figures sur un chart. Voilà. Alors, j'aurai quelques petits conseils à vous donner. Si vous tradez une figure, n'ignorez pas les supports et résistances majeures. Voilà. Donc, il se pourrait bien qu'une figure de continuation essaye de se former sur un niveau de résistance qui malheureusement va finir par repousser les cours et il va y avoir un retournement, ce qui va carrément invalider la figure. Donc ce sont des situations qui vont très souvent arriver. Voilà pourquoi il faut toujours être souple et ne jamais ignorer les time frames supérieurs au-dessus de vous, parce que vous risquez d'être borné sur votre time frame alors qu'il y a des choses qui se passent au-dessus sur la grande time frame, et du coup ce sont des situations qui vont faire invalider votre figure à l'interne. Voilà, ça c'est très important. Il y a aussi que vous devriez souvent attendre le pullback pour ouvrir vos positions, ou alors attendez la clôture d'une bougie avec un gros volume après cassure d'un support ou d'une résistance. Ça c'est très important. C'est d'ailleurs une stratégie. Malheureusement, on n'en est pas encore vraiment à ce notion-là, donc les notions de stratégie et autres. Mais déjà, ça devrait carrément vous servir. Voilà, donc il y a des moments précis pour pouvoir prendre position. Je sais qu'on va voir ça dans les notions à venir. Gardez ça à l'esprit, c'est pourquoi, d'ailleurs, je vous recommande d'être souvent aux aguets et suivre chacune des prochaines vidéos qui arrivera, voilà, parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau. Voilà, on finit jamais d'apprendre en trading, donc tout le monde apprend, voilà. Alors, un autre conseil, c'est qu'une figure qui s'invalide peut donner naissance à une autre. Il suffit juste d'entraîner votre sens de perception, parce qu'il y a toujours des possibilités. Alors, je crois que c'est la fin. Je vais devoir vous quitter. Alors, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, likez et partagez si le contenu vous a plu. Allez, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Ciao!